Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissonheim et de son extension. Actuellement, je suis à l'intérieur de la rampe sud, dans le trou d'homme qui permet de pouvoir accéder à ce qui se passe dans la rampe. Je fais cette petite vidéo alors qu'en ce moment, je suis en train de faire du câblage et que c'est totalement pas intéressant à vous montrer. Un peu dans l'idée de continuer et de répondre aux questions et aux commentaires qui ont été faits sur la vidéo concernant les rampes pour sur la playlist dédiée à la conception et la création d'un réseau miniature. L'ensemble de ces vidéos ont été faites en fait plus pour commencer à sensibiliser les gens sur les différentes problématiques qu'ils vont avoir en fonction de ce qu'ils veulent faire. Je n'avais pas vocation, je trouve à ce moment-là, de commencer à rentrer dans des détails très spécifiques, parce que sinon ça aurait fait une vidéo super dense, et là, moi, l'objectif de ces premières vidéos, c'est vraiment de dire, bah voilà, quand vous concevez un réseau miniature, vous allez avoir telle ou telle problématique, et au fur et à mesure, on va rentrer un petit peu dans les détails. Alors, l'hélice sud est une structure, et c'est la première rampe hélicoïdale que j'ai faite sur le réseau de Wissonheim, et c'est une rampe qui comporte plein de choses, plein d'erreurs que je n'aurais plus fait ultérieurement. C'est-à-dire quand j'ai fait l'hélice nord, je n'ai pas du tout refait les mêmes, entre guillemets, bêtises. Mais ces bêtises, il y en a certaines qui s'expliquent par le fait que c'était censé être un réseau modulaire. Et donc, du coup, il fallait essayer de trouver un moyen pour mettre en place une hélice hélicoïdale qui soit démontable. Et donc, du coup, l'intégralité de la structure de l'hélice sud est un petit peu bancale. Si j'avais à la refaire, alors je ne veux pas la refaire, parce que voilà, mais si j'avais à la refaire, je ne la ferais pas du tout comme ça. Alors, là, vous voyez derrière, ici, il y a les structures avec des tiges filetées qu'on retrouve traditionnellement dans la fabrication des rampes hélicoïdales, mais on a aussi des caissons qui sont hérités en fait du système modulaire, ce qui vient énormément alourdir la construction en fait de l'hélice. Et on peut voir, alors je vais retourner la caméra et je vais vous montrer, on peut voir par exemple sur le premier tour de l'hélice qu'en fait j'ai traité ça comme une rampe. Et du coup, ça m'a posé plein de problèmes parce que, bah, du coup, les erreurs que j'ai pu faire lors de l'assemblage de cette rampe, je ne peux plus les corriger. Donc, c'est toujours un petit peu problématique. L'objectif maintenant, c'est d'essayer de fiabiliser tout ça pour faire en sorte que ça fonctionne correctement. Une rampe hélicoïdale, c'est en fait une rampe qui est repliée sur elle-même et qui, au lieu de faire une montée sur une distance, fait une montée sous une forme d'une hélice. Or, quand on fait ce genre d'exercice, on doit aussi s'assurer que la plateforme de voie soit bien horizontale à tous les endroits de l'hélice. Et donc, c'est l'une des difficultés les plus importantes sur une rampe hélicoïdale, c'est que on va avoir la plateforme de voie qui va tendance à se courber vers l'intérieur. Et donc, bien évidemment, ça pose un problème, parce que si on courbe trop, même si il y a la force au centrifuge qui fait que les locomotives et les convois sont attirés vers l'extérieur, si on penche trop vers l'intérieur, ça pose des problèmes mécaniques. Ensuite, la problématique de faire une rampe circulaire, c'est qu'on doit bien faire attention à ce que les différentes voies qui va la composer, si on fait une rampe double voie, comme c'est le cas ici sur Wissonheim, que l'on ait des entr'axes qui soient suffisants pour pouvoir faire en sorte que les trains ne se prennent pas en écharpe quand il y en a un qui monte et l'autre qui descend. L'autre problème important, c'est quand on a ce que l'on appelle des raccords d'arrivée et de sortie dans l'hélice. Parce qu'effectivement, quand on est sur une pente constante et qu'on fait arriver alors j'essaie un élément droit sur un élément en pente,
on a des problématiques de raccord, et c'est les problématiques que l'on voit. Donc, je disais, c'est la problématique de raccord de sortie et de rentrée de pente, comme on peut voir ici, où effectivement, les raccords entre la rampe et la sortie et le raccord vers une voie extérieure peut créer des difficultés en termes de planéité et des risques sur la circulation. Donc, effectivement, la rampe hélicoïdale nécessite de faire des paliers, et à chaque fois qu'on fait des paliers, on a des problèmes de raccord et des problèmes d'espacement. Alors là, vous voyez, je suis à l'endroit où va se trouver les deux modules qui sont pour l'instant dans la chambre, qui est le dépôt, hein, puisque le pont tournant est exactement à l'endroit où je suis, et qu'une fois qu'il sera là, je ne pourrai pas intervenir. C'est aussi pour ça, si vous voulez, que j'ai enlevé les deux modules pour pouvoir intervenir facilement, et que va se poser très rapidement la problématique du décor ici. Parce que là, vous voyez, je peux encore y accéder, mais de là-bas, j'y accède pas. Donc c'est ce que je vous disais aussi dans la vidéo précédente, c'est qu'effectivement, quand on a plus de 50 cm, bah, vous voyez, là, ma main, se trouve à 50 cm de là où je suis. Et donc du coup, si j'avais à faire du décor ici, et inversement de l'autre côté, c'est assez problématique. Voilà. Donc là, en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de poser les voies ici. Donc là, pour l'instant, la voie extérieure est pas fixée, puisque il va falloir que je cale l'anthrax pour avoir le même anthrax ici. Voilà, on va être comme ça à peu près. Et puis, bah, du coup, une fois que ça sera fixé, je ferai l'aménagement ici de la voie avec les piquets de courbe, avec le ballast, etc. Parce que après cette zone-là sera plus du tout accessible. Donc la priorité, ça va vraiment être de faire les aménagements ainsi que le mur de soutènement qui est en dessous, et faire les aménagements ici, parce que là, ici, j'ai la trémie de l'escalier, et évidemment, c'est un petit peu délicat pour pouvoir faire les décorations. Ce que je peux dire, moi, c'est que cette rampe hélicoïdale m'a donné pas mal de fil à retordre. Et donc c'est pour ça que la rampe nord qui est là-bas est bien mieux conçue que celle qui est là. Mais étant entendu que si maintenant j'avais à refaire des rampes, je referais directement les rampes, enfin j'achèterais directement une rampe toute faite chez Bois Modéliste, je donnerais la dimension et puis il ferait tout l'usinage. Donc là ici, pour justement faire en sorte d'avoir des rayons constants, alors là c'est un peu un cas particulier, mais si on prend ces segments-là où on comprend les segments intérieurs, j'avais fait un usinage pour pouvoir y inclure la semelle en liège, et donc cette semelle en liège me donnait la trajectoire à peu près correcte des voies. Mais c'est ça qui est le plus difficile quand on ne prend pas des rayons normalisés. Et ça, c'est ce que je vous avais dit dans une vidéo antérieure. Quand vous faites des rampes hélicoïdales, prenez des rayons normalisés chez les fabricants. Et malheureusement, il y a très peu de rayons normalisés entre 585 mm et 1200 mm. Il n'y en a pas, en fait. Donc, du coup, soit on fait des rampes hélicoïdales plus petites, et donc dans ce cas-là, on a des rampes qui sont supérieures à 3%, soit on fait des rampes qui sont beaucoup plus grandes que le R700, qui est ce rayon-là, et dans ce cas-là, on obtient des rampes hélicoïdales qui sont très grandes. Ensuite, là, vous voyez, j'ai une rampe hélicoïdale à 5 niveaux. Alors, vous allez me dire, mais là, il y en a 4. Mais oui, mais en fait, il faut compter le niveau supérieur qui arrive ici. Donc, techniquement, la rampe commence là-bas et la rampe finit ici. Donc là, j'ai bien 5 niveaux. Voilà. Mais c'est vrai que, déjà, rien que sur cette rampe, j'ai 2 fois 25 mètres de voie. Donc du coup, ça fait pas mal de choses. Alors là, vous voyez, ici, il y a un reliquat d'une raquette qui est sur cet angle-là,
ici, qui est un reliquat d'une raquette de retournement dont j'avais besoin quand il n'y avait pas la deuxième rampe là-bas. Donc on voit les rails ici. Pour l'instant, elle est hors service, cette raquette, parce que je vais avoir deux problèmes. Le premier, c'est que je descends en dessous de 580 et j'ai remarqué que certaines voitures aimaient pas trop passer par là. Et si je mets de la lumière, voilà. Et du coup, pour l'instant, il faut que je la remette en route, mais c'est pas ma top priorité. D'autant plus qu'il faut que je la recable intégralement. Attendez, hop, voilà. Il faut que je la recable intégralement parce que on a comment dire, des éléments qui ont pas forcément été super, enfin, qui n'ont pas forcément super apprécié le déménagement. Il y a pas mal de poussière ici, il va falloir que je passe l'aspirateur. Donc voilà, ensuite après, vous voyez, il y a une autre rampe qu'on voit derrière. Je suis désolé, ça bouge un petit peu, mais c'est pas très facile de garder une image stable. Vous voyez ici une rampe. Alors voilà, et on va aller tout au bout. Attendez, hop. Voilà, vous voyez une rampe spécifique qui est une voie d'évasion. Donc la voie d'évasion qui a été créée l'année dernière pour remplacer la gare cachée du niveau 1. Et cette rampe-là, elle suit une trajectoire qui me permet d'une part d'avoir suffisamment de longueur pour rejoindre ensuite l'entrée de la gare cachée du niveau 2, l'entrée de la gare cachée du niveau 2, donc là vous avez l'arrivée de la gare cachée numéro 2 qui est là, et l'entrée est beaucoup plus haut, donc il faut que je remonte là-haut, excusez-moi, hop, voilà, donc l'entrée qui est là-bas, alors on la voit pas parce que là au-dessus il y a la transit lane, mais elle est derrière ce massif. Et donc, cette voie d'évasion que l'on voit ici, elle suit aussi une montée de 2,7%. Donc, ça veut dire que je monte de 2,7 cm par mètre. Et elle vient contourner l'ancienne structure modulaire des différents niveaux. Donc là, on voit bien qu'il y a le niveau de la gare cachée numéro 1 qui a été viré, le niveau de la gare cachée numéro 2 qui est resté en termes de structure. Mais ensuite, après, j'ai complètement changé, puisque vous voyez, derrière, j'ai les portiques en ogive qui servent de structure pour le reste du réseau sur les gares cachées. Mais ça, c'est vraiment, cette partie-là du réseau est vraiment un reliquat, en fait, de la structure amovible du réseau modulaire, et j'allais pas tout recommencer, donc du coup c'est un peu une curiosité par rapport au reste du réseau, notamment à ce qui se passe là-bas, qui est la partie la plus moderne, entre guillemets la plus récente du réseau, qui a été construite récemment avec un nouveau paradigme de construction en ce qui concerne la structure, grâce aussi à la CNC qui m'a permis de pouvoir dessiner des pièces qui s'emboîtent les unes sur les autres. Et donc effectivement j'ai beaucoup appris sur la construction du réseau, et ce qui a vraiment débloqué, c'est l'utilisation de la CNC, parce que ça m'a permis de reprendre de A à Z sur la partie nord du réseau de Wessenheim l'intégralité de la structure. Alors que là, j'étais vraiment sur une structure héritée qui était faite pour être transportée, donc démontable, et du coup qui fonctionnait pas très bien. Et donc au lieu de généraliser ce qui fonctionnait pas très bien, j'ai décidé de reprendre totalement la philosophie de la construction de l'infrastructure. Et donc effectivement, dans le cahier des charges, quand on établit un réseau miniature, il faut au maximum penser à toute cette dimension de la menuiserie, parce que changer en cours de route, ça pose beaucoup de problèmes, et j'en parle en toute connaissance de cause.
Voilà, donc ça c'était une petite vidéo de précision. Je vous montrais un petit peu des endroits inédits du réseau qui ne sont pas destinés à être visibles par le spectateur. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des messages dans la section commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Là, moi, je vais continuer à poser mes voies et à faire du câblage. Ce qui est vraiment pas la chose que je préfère dans le modélisme ferroviaire. Donc je traîne un peu les pieds et il faut vraiment que je le fasse. Je vais bientôt recevoir les SADEC qui vont me permettre de pouvoir clore le sujet de l'hélice sud, tant au niveau de l'infrastructure que au niveau électrique. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.